Chambre de commerce du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission en direct de Djerba. En direct parce qu'il est 14 heures ici, il est 8 heures évidemment à Québec et sur tout le Québec. On est sur le toit du musée Lala Adria dans le village de la francophonie. Sans vouloir sans vouloir vous faire de déplaisir, j'ai la Méditerranée devant moi. Donc, on est sur la magnifique île de Djerba, qui est dans le sud-est de la Tunisie, qui est à quelques heures de la frontière libyenne. Et on est dans le village de la francophonie. Alors, il y a beaucoup d'actions en ce moment. D'ailleurs, il y aura un concert tout près de nous. Alors, on va tâcher de parler fort, mais il y a beaucoup d'actions ici au village de la francophonie cet après-midi. Alors, je salue tous les gens du réseau des chambres de commerce, des membres corporatifs qui sont là. On a aussi beaucoup de personnes du Canada français qui sont avec nous. Et on aura l'occasion de mentionner pourquoi tout à l'heure. Alors, la raison de notre présence aujourd'hui, la délégation québécoise qui sont avec moi d'ailleurs derrière la caméra, c'est pour participer au 18e sommet de la francophonie qui s'est conclu hier, donc même tout près d'ici à Djerba, et le forum économique qui a débuté hier et qui se termine ce soir, qui rassemble celui-là des gens d'affaires d'un peu partout dans le monde pour discuter de la francophonie économique. Alors, l'objectif de l'émission aujourd'hui, c'est vraiment de mieux faire connaître les marchés francophones et de permettre peut-être dans une perspective de la Fédération aux entrepreneurs en région de mieux comprendre les opportunités d'affaires qui existent en francophonie un peu partout dans le monde et aussi de soutenir à quelque part l'action gouvernementale. Donc, parfois, on peut être en désaccord quand on est au Québec avec certaines positions gouvernementales, mais à l'international, on veut être extrêmement solidaire. Donc, on accompagne évidemment le premier ministre et la ministre des Relations internationales, qui sera avec nous d'ailleurs par le biais de la vidéo dans quelques minutes. On aura aussi d'ailleurs dans quelques minutes avec nous la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Mme Caroline Mulroney, qui sera avec nous dans quelques instants. Alors, la Tunisie, c'est une porte d'entrée naturelle pour l'Afrique au niveau économique. Il y a une grande diaspora tunisienne au Québec, près de 20 000 personnes. On a une balance commerciale. J'entendais Hubert Bolduc d'Investissement Québec International le mentionner hier. On a une balance commerciale négative, donc on importe plus qu'on exporte en Tunisie. Alors, l'idée, c'est de remédier à ça, d'avoir une balance commerciale positive avec nos amis de la Tunisie. Et donc, dans la prochaine heure, je recevrai beaucoup de gens, une douzaine d'invités, la moitié en présentiel, la moitié en virtuel, comme on fait depuis déjà 3 ans. Et ils viendront nous parler de leur rôle, le rôle de leurs organisations à l'intérieur de l'ensemble francophone économique. Alors, je vais débuter tout de suite, à tout seigneur, tout honneur, avec Claire Deronzier qui est avec moi. Bonjour Claire. Bonjour Charles. Claire, qui est déléguée du Québec aux affaires francophones et multilatérales, qui est basée à Paris. Alors, dans un premier temps, Claire, je te Effectivement. demanderais peut-être de nous expliquer ton rôle au sein de la francophonie et évidemment dans le cadre du sommet. Oui, bien, merci beaucoup. Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez au Québec et au Canada, bien sûr. Alors, donc, moi, mon rôle, c'est de représenter le Québec auprès de la francophonie. Je suis effectivement basée à Paris, donc tous les jours dans les commissions, les travaux, les groupes de travail de l'OIF et des autres organisations, les maires francophones, les universitaires francophones, les ministres responsables de l'éducation, des sports, de la jeunesse, TV5 Monde, qui est aussi une organisation de la francophonie institutionnelle. Donc, tout ça forme la grande nébuleuse de la francophonie. Et mon rôle, c'est de représenter les intérêts du Québec et de défendre ses positions. Et donc, tu as eu l'occasion de siéger avec le premier ministre Legault dans les discussions ce week-end. Les chefs d'État sont repartis ce soir, et hier soir ou ce Hier matin. soir, oui, Alors, comment exactement. ont été les discussions dans la mesure de ce que tu peux nous dire Alors, ce donc, week-end? non, mais les discussions étaient très animées. Premièrement, je pense qu'il faut dire le sommet s'est enfin tenu après 2 reports. Bien sûr, il y a eu la pandémie, donc il était très attendu, ce sommet de Djerba. Il était très important aussi parce que, évidemment, on souhaitait des discussions qui étaient importantes, notamment sur la langue française. Il y a eu une déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. Alors, c'était un document, même si on est en francophonie, il était important de réaffirmer l'importance de la langue française au cœur de nos travaux. Il y a eu aussi c'était l'occasion de réaffirmer la stratégie économique de la francophonie, la stratégie numérique aussi de la francophonie et d'établir certains paramètres sur ces 2 thèmes. Et aussi la déclaration de Djerba, ça c'est les déclarations des sommets, donc c'est les déclarations politiques où on a mis de l'avant un certain nombre de valeurs en ces temps incertains et mouvementés, notamment pour le Québec et un certain nombre de gouvernements. Il fallait réaffirmer un certain nombre de principes, dont ceux sur l'Ukraine. Alors, on a même entendu le président ukrainien qui nous a livré un message hier matin.
Alors donc, le premier ministre du Québec a eu l'occasion de faire valoir les priorités, ses priorités sur la langue, sur justement l'économie, le numérique. Et il a pu parler, faire beaucoup d'entretiens aussi bilatéraux avec d'autres chefs d'État. Alors, la francophonie, ça sert à ça sert à discuter et à faire valoir nos priorités, mais aussi ça nous donne accès à d'autres chefs d'État. C'est la seule organisation où on a cet accès finalement. Donc, le Québec était présent au sommet des chefs d'État, mais aussi au Forum économique hier où M. Legault a fait le discours d'ouverture en compagnie du président tunisien. Exactement, et de la secrétaire générale de la francophonie. Donc, le Forum économique suit toujours le sommet. Monsieur Legault, effectivement, a eu l'occasion de présenter là aussi l'importance que la langue française a pour lui comme vecteur de développement économique et que le marché francophone, qui est un grand espace d'échange, doit permettre, dans le fond, d'ouvrir aux entreprises du Québec des possibilités pour les marchés étrangers. Excellent. Alors, on aura l'occasion, Claire, toi et moi, de participer à un autre événement cette semaine à Bordeaux, dans le cadre d'un regroupement de chambres de commerce francophones, où on présentera d'ailleurs le modèle économique des chambres de commerce qui est différent de ce qui se passe en France. Alors, tu seras avec moi plus tard cette semaine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait grand plaisir, aujourd'hui. Toujours au service des entreprises et des regroupements d'affaires du Québec. Merci, Claire. Alors, on va aller tout de suite en vidéo avec la nouvelle ministre des Relations internationales et de la francophonie, Mme Martine Biron, que j'ai rencontrée hier soir en marge de l'ouverture du Forum économique. Alors, je suis avec la nouvelle ministre des Relations internationales et de la francophonie, Mme Martine Biron. Bonjour. 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 Alors, évidemment, le poste est tout nouveau. Vous êtes déjà dans un sommet international. Comment ça se passe pour vous à Djerba? Djerba, c'était extrêmement important pour nous de s'y présenter parce que c'est un marché exceptionnel. La francophonie, c'est la troisième langue d'affaires dans le monde et c'est un marché qui va prendre de l'expansion. Alors nous sommes francophones, nous sommes un tout petit îlot dans un océan d'anglophones. Alors, on est membre de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on veut prendre notre place, s'installer dans la francophonie et ouvrir vers une francophonie économique. On vient d'assister d'ailleurs au lancement du Forum économique où le premier ministre a pris la parole avec le président tunisien. Donc, c'est donc dire toute l'importance qu'a le Québec sur la scène internationale en matière de francophonie. Oui, tout à fait. Politiquement, écoutez, c'est la seule organisation internationale où le Québec est membre de plein droit. Et quand je dis membre de plein droit, c'est que le poids du Québec est l'équivalent du poids du Canada. C'est-à-dire qu'on a chacun notre vote. Alors, on est là, on prend notre place et on sent que la francophonie est intéressée. On est le vaisseau amiral de la francophonie en Amérique, pas juste en Amérique du Nord, en Amérique. Alors, c'est bien évident que nous, on veut être présents à la table et on est très bien accueillis par toutes les délégations. Oui, on le voit à quel point le Québec est aimé. Oui, on a rencontré, on a fait beaucoup de rencontres bilatérales tout au long du sommet avec le premier ministre François Legault, mais aussi j'en ai fait seul. Et on raconte qu'on veut faire des affaires en français, qu'on est ouvert à faire des affaires, à faire des échanges, à exporter davantage de produits francophones, mais aussi à accueillir des étudiants francophones. Et tout ça se conjugue avec la nouvelle mission diplomatique, finalement, des bureaux du Québec à l'étranger. Un virage vraiment beaucoup plus culturel, plus économique que culturel ou juste basé sur la langue. Tout à fait. On a opéré au Québec un virage dans notre politique internationale, puis c'est un virage résolument économique. Et ce virage-là, il est complété. C'est pas fait 100 heures. C'est sûr que quand on tourne, ça demande un changement d'expertise, mais ça, c'est complété. Alors, les missions sont en place. Ce sont des missions économiques. Et maintenant, il faut optimiser nos façons de faire. Intégrer la diplomatie d'influence, parce que la diplomatie d'influence, si elle n'est pas là, c'est plus difficile de faire la diplomatie économique. Alors là, on intègre le tout, on a nos compétences, il y a aussi la diplomatie culturelle, linguistique, l'éducation, c'est nos champs de compétences constitutionnels. Alors il faut continuer de faire rayonner ces aspects-là, mais la culture, c'est aussi d'économie. Voilà. Alors moi, mon rôle à moi, c'est un rôle d'ouvreur de porte. Et puis après, je distribue les possibilités, les désirs ou les moments où, en fait, les entrepreneurs qui sont intéressés à faire affaire avec nous. Et là, il y en a plusieurs et on est là aussi pour les amener à vous et aux gens du ministère. Je sais que la journée était très longue. Merci, Madame la ministre. Bon retour au Québec. Merci beaucoup. Au revoir.
Ontario. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Et vous êtes accompagné de M. Richard Kempler, un ami de la Fédération, qui est directeur général de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Bonjour, Richard. Bonjour et merci de me recevoir. Merci, on est très heureux de vous avoir avec nous en direct. Alors, Madame Mulroney, l'Ontario a un rôle de membre observateur à l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir en étant présente à Djerba cette semaine? Eh bien oui, on est membre observateur depuis 2016. C'est la première fois qu'on puisse assister. On était là pour la première fois en 2016. L'Ontario a la plus grande population francophone hors Québec. Donc, on est ici en tant que membre observateur pour présenter la francophonie ontarienne aux membres de l'OIF, pour promouvoir l'Ontario français, pour se présenter comme membre, mais aussi un partenaire potentiel pour la francophonie internationale. Donc, on a des liens à tisser, c'est clair, et on a rencontré beaucoup d'organismes, beaucoup de membres auxquels, je pense, on va pouvoir échanger du côté commercial, culturel, touristique. Ça a été une très bonne conférence. Et une des raisons de la vitalité, en fait, de la francophonie à l'extérieur du Québec, c'est la création, entre autres, de la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario. Richard, est-ce que tu peux nous parler brièvement de l'organisation qui a vu le jour l'année dernière? Bien sûr, au 1er janvier 2021, grâce à l'appui et à la volonté de la ministre ici présente et du gouvernement de l'Ontario, on s'est rendu compte, Madame la ministre avait organisé une table ronde, c'était en mai 2020 déjà, avec des acteurs économiques francophones, et on s'est rendu compte qu'autour de la table, eh bien, il n'y avait pas de porte-parole, il n'y avait pas de regroupement. Donc cette idée de la fédération est née de cette table ronde. Elle a été créée le 1er janvier et aujourd'hui, avec nos 47 membres qui représentent à la fois des chambres de commerce, qui représentent à la fois des grandes entreprises et des PME, nous comptons plus de 5000 entreprises et entrepreneurs franco-ontariens. Sur l'ensemble du territoire, c'est important de le mentionner. C'est pas que la région d'Ottawa ou de Toronto. Non, il y a 3 grands centres de la francophonie ontarienne, la région du Grand Toronto, la région de l'Est, évidemment Ottawa, et la région du Nord, tout ce qu'on appelle la route 11, qui va de North Bay à Thunder Bay. Donc il y a 3 pôles, mais nous représentons l'ensemble de l'Ontario. Excellent. Madame la ministre, on sent un nouveau dynamisme avec votre arrivée à la tête aux affaires francophones en Ontario. Est-ce que le gouvernement a des projets particuliers pour la communauté francophone ontarienne et peut-être canadienne dans un sens plus large? C'est comme vous dites, notre gouvernement est le premier vraiment à reconnaître la valeur ajoutée de la francophonie. Et donc, on a créé cette communauté économique existait, mais il y avait des poches à travers la province. Donc, en créant la FGA, on a pu créer une communauté unie et mettre en valeur cette force. Au début, l'idée, c'était vraiment de s'entraider, de se connaître, de réseauter. Mais en créant la FGA, en venant ici à l'OIF, je crois que c'est clair qu'on va pouvoir s'entraider d'une autre façon aussi. Comme j'ai dit, tisser ces liens à l'international. On va pouvoir appuyer nos entrepreneurs francophones, pas juste en Ontario et au Canada, mais aussi à travers le monde avec ces liens. Donc, on a beaucoup d'attentes pour la FGA et aussi pour ce qu'on a appris ici au sommet. Mais d'ailleurs, une des façons de réseauter, c'est de mieux faire collaborer nos organisations, donc de la francophonie économique canadienne. Alors, Richard, on travaille depuis 1 an sur un projet d'ailleurs, et on est fiers aujourd'hui d'annoncer la création de l'Alliance de la francophonie économique canadienne, donc l'AFEC, AFEC, qui rassemble plusieurs groupes. Je te laisserai peut-être présenter nos collègues qui nous accompagnent là-dedans. Alors bien sûr, alors pour commencer, il y a une petite organisation qui s'appelle la FCCQ. un grand merci à toi Charles d'avoir été vraiment la cheville ouvrière de ce rassemblement. Nous avons 4 membres fondateurs, la Fédération des chambres de commerce de Québec, mais aussi le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, la FGA, Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, et le CDEA, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Cette organisation qui se veut extrêmement souple d'ailleurs. Elle n'est pas du tout structurée en tant qu'organisme, mais elle a vocation à accueillir tous les acteurs économiques francophones au pays. Coast to coast to coast, comme on dit en bon français. Il est très important de remarquer, ne serait-ce que l'Ontario français, c'est 30 150 entreprises, c'est 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc c'est un point important, c'est la moitié des entreprises francophones au pays hors Québec. Il est important qu'on puisse tisser un écosystème d'affaires francophones partout au pays. Et comme l'a dit Madame la ministre, non seulement au pays, mais aussi à l'international. Et l'idée pour nous au Québec, avec le concours du secrétariat québécois aux relations canadiennes, c'est d'amener les entrepreneurs en région, encore une fois,
qui souvent n'ont pas la même exposition aux opportunités d'exportation, d'aller à la rencontre des autres Canadiens francophones et de faire vivre aussi l'accord de libre-échange canadien, parce qu'on a un accord de libre-échange canadien qui permet de faciliter les échanges aussi entre nos différentes provinces. Alors, on aura l'occasion pour les membres de la Fédération de vous revenir avec un certain nombre d'activités relativement aux activités de l'Alliance, donc de la francophonie économique canadienne. Alors, Madame Mulroney, je veux vous remercier pour votre présence. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci de l'invitation. Et merci beaucoup à Richard aussi. Et on va aller maintenant, on retourne en vidéo. Donc, j'ai eu la chance de m'entretenir hier lors de la réception organisée par le gouvernement du Québec avec la déléguée générale du Québec à Paris, Madame Michèle Boisvert. Je suis avec Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris et représentante personnelle du premier ministre pour la francophonie. Bonjour Michèle. Oui, bonjour. Alors, quel est ce rôle-là de représentante personnelle au sujet de la francophonie? D'abord, expliquer que le Québec est membre à part entière de la francophonie. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi on a réussi justement à être reconnu comme un État à part entière? C'est qu'en France, où je suis effectivement déléguée générale du Québec à Paris, c'est le général de Gaulle, dans les années 60, qui a accordé le statut de nation au Québec. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'en France, j'ai le statut d'un ambassadeur. Et grâce à ce statut-là, conféré par le général de Gaulle, on a pu donc rejoindre, à l'époque qui était l'Association culturelle et technique, ce qui est l'ancêtre de la francophonie, on a pu joindre cette organisation-là en tant que pays. Et pourquoi c'est important? C'est assez inusité quand même. C'est inusité et ça nous donne voix au chapitre. Et depuis que M. Legault a été élu en 2018, il m'a, moi, nommé comme délégué général du Québec à Paris avec un mandat économique. On sait tous que M. Legault a l'économie en tête, une de ses grandes priorités, augmenter les exportations du Québec. Et il m'a aussi demandé, lorsqu'il m'a nommé représentante personnelle, de faire en sorte que la francophonie aussi devienne un espace économique. Et c'est là que je dis que c'est important que le Québec soit là et qu'on ait une voix totale, c'est qu'on a pu influencer la stratégie économique de la francophonie qui vient tout juste d'être adoptée. Et sincèrement, la première mouture qu'on avait vue était une mouture où il y avait beaucoup de mots et pas beaucoup d'actions concrètes. Et vraiment, le Québec a pu avoir une grande influence sur la stratégie économique. Pourquoi on voulait une stratégie plus pragmatique, plus concrète? C'est qu'on est persuadé que l'espace francophone, notamment les pays africains, c'est un marché extrêmement, je veux dire, c'est un marché incroyable pour le Québec. Et largement méconnu au Québec. Largement méconnu, un marché en croissance, une population jeune, des gens qui ont besoin, qui sont en train de se bâtir, donc où le Québec peut avoir une place très, très importante. Donc, mon rôle, c'est justement de dire, de rappeler que le Québec est là, de nous assurer qu'on pense à nous et de nous assurer que la francophonie garde en tête que oui, la culture, oui, la langue française, mais aussi un espace économique important. Un des éléments importants du repositionnement de la diplomatie économique du Québec, c'est de mieux utiliser les accords de libre-échange, entre autres celui qu'on a entre le Canada et l'Union européenne. Alors, j'imagine qu'à la délégation à Paris, c'est un élément important, là. Ah, complètement. On dit toujours, et il y a un appétit pour le Québec en France assez incroyable, je le dis, il faut penser à la France, on est accueillis à bras ouverts, et souvent, je dis aux entreprises françaises qui veulent venir s'installer au Québec, pensez au Québec comme la porte d'entrée vers l'Amérique du Nord et le reste du Canada. Mais vous allez arriver dans un endroit où on parle la même langue et où on a des valeurs communes. Donc, comment apprivoiser l'Amérique du Nord, mais au moins dans sa langue? Voilà. Et je dis la même chose aux entreprises québécoises. Venez en France pour ensuite attaquer l'Europe. La France, même chose. Un tremplin pour conquérir l'Union européenne. Même langue, valeurs communes, mais une façon européenne de concevoir les affaires. Et c'est vraiment ça, ce que nous permet les accords de libre-échange et ce que permet cette relation privilégiée qu'il y a entre la France et le Et Québec. tout ça pendant que l'opéra rock Starmania connaît un regain de vie à Ah, Paris qui j'étais est à la applaudi. première. Voilà, C'était voilà. extraordinaire. Fantastique. Extraordinaire. Alors, on est très fiers d'être québécois. Merci, Michèle. Merci. Alors, on est maintenant rendu à ce que j'appelle affectueusement notre segment Montréal. Alors, je suis avec le président chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Bonjour, Michel. Bonjour, Charles. Et le président directeur général de Montréal International, Stéphane Paquette. Alors, moi, j'ai envie de vous appeler nos deux chasseurs à l'international. Vous êtes des chasseurs de talents, de projets,
d'entreprises aussi qui viennent choisir Montréal. Alors, peut-être je commencerai par toi, Michel, qui a fait plusieurs missions à l'étranger. Comment est perçu Montréal à l'étranger, puis peut-être dans la francophonie aussi? Bien, Montréal est très bien perçu, mais le pro de notre réputation, c'est vraiment à Montréal International. Nous, on travaille beaucoup dans l'accompagnement de nos entreprises. Donc, on amène nos PME vers l'international. Et il y a énormément d'intérêt. À l'international, il y a des rumeurs positives du genre l'intelligence artificielle, ça se passe à Montréal. Alors, quand on amène des entreprises, ça ouvre des portes. Cette perception qu'on est en technologie, qu'on a des entreprises extrêmement fortes avec du talent exceptionnel. Stéphane, tu as été délégué du Québec aussi à Londres, entre autres. Maintenant, tu es à Montréal International. Alors, comment se positionne ton organisation dans un événement comme celui-ci? Bien, en fait, moi, en toute franchise, en toute honnêteté, j'étais ici davantage en mode exploratoire. Parce que les sommets de la francophonie, historiquement, Montréal International, on n'est pas là. Et je vous dirais que cette fois-ci, je me suis dit, je vais y aller, d'abord en raison du forum économique, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces sommets-là. Puis je vous dirais deux bonnes choses. Un, j'ai presque plus de cartes d'affaires dans mes poches, ce qui est les miennes, je veux dire, et j'ai fait le plein de cartes d'affaires d'entreprises, des entreprises tunisiennes, des entreprises, mais aussi du reste de la francophonie, de la France. Donc, c'est pour nous un moment d'être en contact avec, sur quelques jours, avec énormément d'entreprises. Donc, ça, c'est un. Deuxième point aussi important pour moi qui va faire en sorte que je serai au prochain sommet de la francophonie, celui de Paris, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui s'intéressent à Montréal, pas tant en termes d'entreprise, mais en tant qu'individus. Soit qu'ils veulent envoyer leurs enfants étudier à Montréal parce qu'ils connaissent très bien nos universités, ou soit qu'eux-mêmes ont envie d'aller passer quelques années à l'étranger. Et Montréal est clairement en tête de liste pour eux. Pourquoi? Parce que c'est le rêve américain dans une métropole francophone. Donc, j'ai eu beaucoup de rencontres sur ces deux volets-là, tant au niveau des individus qu'au niveau des entreprises. Michel, on parle beaucoup de la communauté d'affaires, de l'immigration, évidemment, depuis plusieurs années, surtout dans la dernière campagne électorale. Est-ce que la Tunisie est une des solutions, peut-être, à cet enjeu-là pour le Québec? C'est clair qu'il y a un bassin de gens de tout le Maghreb et de la Tunisie qui rêvent de venir au Québec, à Montréal, mais aussi, je dirais, en région de plus en plus. L'intérêt, souvent, c'est de venir étudier. On parlait des universités. Moi, je suis content de voir aussi que les cégeps sont présents. Il y a beaucoup de formations techniques de très haut niveau qui sont données au Québec. C'est bon pour le Québec s'ils restent au Québec et ça sera bon pour la Tunisie s'ils reviennent aussi, puis ce sera des ambassadeurs. Je dirais que à travers cet événement, ce qu'on réalise aussi, c'est la francophonie, c'est un concept, c'est une réalité, mais il faut aborder les pays par pays. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui permet de rencontrer des gens du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui sont des pays porteurs. On peut aussi rencontrer beaucoup de Français. Et donc, éventuellement, on parlait des talents, on parle des entreprises, on parle des partenaires. Alors, c'est pour ça que pour moi, la francophonie, le sommet, et Stéphane, il disait, on va revenir. La question, c'est que c'est une plateforme utile pour ensuite développer des relations plus approfondies avec des zones, avec des marchés. Tu as fait plusieurs missions à l'étranger, je le mentionnais d'entrée de jeu. Est-ce que les chambres de commerce des grandes villes du monde participent autant ou nous? Est-ce qu'on n'a pas un rôle? Est-ce qu'on n'est pas un peu meilleur que les autres là-dedans? Oh, écoute, mais être meilleur que les autres, je ne le sais pas, mais c'est clair que la dynamique québécoise, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Fédération, nous sommes des organisations, à mon avis, très rassembleuses, robustes et qui avons de l'audace. Et je dirais qu'à travers le monde, souvent, on est envié pour cette réalité-là. En même temps, il y a des chambres très performantes. Et moi, j'adore rencontrer mes collègues à travers le monde parce que c'est comme ça qu'on va mettre nos bases d'affaires en relation et on peut échanger sur nos meilleures pratiques. Moi, j'apprends des chambres que je visite et souvent, parfois, je leur donne des trucs aussi. Parlant de robustesse, la Chambre, d'ailleurs, fête cette année ses 200 ans. Donc, bonne fête à la Chambre, d'ailleurs. Je terminerai peut-être avec Stéphane sur est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui t'apparaissent plus pertinents que d'autres dans la relation entre le Québec et la Tunisie en matière d'échange économique? Bien, en fait, je vous dirais ce dont j'ai entendu parler le plus. Michel a parlé du secteur des technologies de l'information. Effectivement, Montréal est reconnu comme une plaque importante en francophonie quand on parle de technologie de l'information, d'intelligence artificielle. J'ai beaucoup entendu parler de Bombardier aussi. Donc, j'ai parlé du secteur de l'aérospatial et sciences de la vie. Je vous dirais que c'est essentiellement les 4 secteurs, plus l'agroalimentaire. Quoique l'agroalimentaire, ça peut parfois être plus compliqué. Ils sont davantage, pour moi, à tout le moins, parce qu'ils sont davantage en mode exportation qu'en mode investissement chez nous.
mais ce sont vraiment les secteurs qui sont sortis, ce qui me fait dire qu'ils ont une connaissance de Montréal qui est assez bonne parce que c'est assez proche de la réalité montréalaise. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On est déjà à mi-parcours et on retourne en vidéo avec Mme Ruth Vachon, donc, qui est présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec et qui ne pouvait être avec nous physiquement, bien qu'elle soit ici avec nous, parce qu'elle est panéliste, justement, représente le Québec sur un panel dans le cadre du Forum économique. Alors, on écoute Ruth à l'instant. Alors, je suis avec une amie de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Ruth Vachon, qui est présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Bonjour, Ruth. Hey, bonjour, merci. Alors, Ruth, je vais te poser une question que tout le monde se pose ce matin. À quoi ça sert pour des organisations comme nous d'être présents dans un événement comme celui-là à Djerba? Toute grande chose, je dirais, part des organisations. Les organisations sont là pour réfléchir et pour s'assurer que le service qu'on va rendre, c'est le service que nos membres s'attendent. Nous, chez nous, c'est créer de la richesse. Créer de la richesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire amener les femmes, nos femmes entrepreneurs, à pouvoir faire des affaires ici ou ailleurs. Et avec tout ce qu'on a mis en branle dans les 12 dernières années, bien, pour nous, c'est comme un cheminement naturel que d'en arriver là, surtout maintenant qu'on sait qu'il y a des résultats. Au Québec, on dit quand on se compare, on se console. C'est une occasion aussi de voir que le réseau des femmes d'affaires, l'entrepreneuriat féminin au Québec, a quand même une certaine avance par rapport à d'autres pays de la francophonie. Tout à fait. Je trouve qu'il y a eu une espèce de vision dans le développement où aujourd'hui on parle de créer de la richesse, mais quand on a commencé il y a 12 ans à parler de créer de la richesse au féminin, on ne savait pas tellement ce que ça voulait dire. Et nous, on a pris un angle qui était très, très, très particulier, une ligne qui est très fine, l'accès au marché via la diversification des fournisseurs. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, pas juste avec les femmes entrepreneurs, il y en a un tout aussi grand à faire avec ces grandes entreprises ou ces moyennes entreprises-là qui sont là et qui essaient de trouver des moyens pour avoir une contribution plus grande dans leur communauté. C'est une occasion aussi pour des organisations comme nous de signer des ententes de collaboration. Donc, je pense que c'est le cas pour le réseau. Oui, tout à fait. Alors, ce soir, on aura l'occasion de signer 3 ententes particulières, entre autres une avec EY pour travailler avec les grandes entreprises, pour être capable de les amener à la sensibilisation. Ensuite, on en aura une avec CEF, qui est un peu des jardins internationaux, où est-ce qu'on va travailler l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Et on en aura une autre avec Connect, qui est une association patronale, entre guillemets, tunisienne pour accompagner les entreprises, soit dans différentes missions, mais accompagner les entreprises dans le développement. Alors, pour nous, Connect sera une belle organisation avec qui faire des mariages et probablement une collaboration entre la Fédération des chambres, le Réseau des femmes d'affaires et Connect lui-même, parce que c'est des super belles opportunités pour nos membres respectifs. Excellent. Alors, bonne fin de sommet, Ruth. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes de retour pour le segment que j'appellerai cette fois Québec. Alors, avec le président directeur général de Québec International, Carl Viel, et le président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, qui habite à Québec, dont le bureau est à Montréal, Pierre Graff. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, Carl, un peu comme Michel, tu as fait beaucoup de missions à l'étranger, beaucoup en Afrique aussi. Tu es très impliqué dans la francophonie. Québec, c'est le berceau de la francophonie en Amérique. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire comme affaire ici dans un événement comme le sommet? Bien, pour nous, le premier élément en lien avec la francophonie, c'est le lien suite à notre premier rendez-vous d'affaires de la francophonie que nous avons tenu l'été dernier, donc en juillet dernier à Québec. On s'était dit qu'on allait s'engager, qu'on voulait développer ce réseau-là et pour le développer, bien, il faut être aussi actif, il faut se rendre sur place, démontrer qu'on a de l'intérêt à travailler avec les pays, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie ou aussi ici en Afrique. Donc, pour nous, c'est de maintenir des contacts, en développer d'autres, afin de pouvoir justement bâtir ces relations-là pour le deuxième rendez-vous qui aura lieu en 2024. D'accord. Alors, ce sera un événement aux 2 ans qui sera chapeauté par vous. Exactement, un événement aux 2 ans avec les partenaires dont vous faites partie tous les deux. Alors, on continue à travailler, on l'espère, avec vous pour cette 2e édition. Excellent. Pierre, la jeunesse du Québec, est-ce qu'elle s'intéresse à la francophonie? Et oui, pourquoi? Et si oui, pourquoi? Absolument. En fait, à la base, on a un lien naturel avec la francophonie. Peu de gens savent que dans les 42 jeunes chambres que j'ai la chance de représenter, il y en a 12 qui sont issus de la diversité ethnoculturelle.
Et parmi ces 12 jeunes chambres ethnoculturelles, il y en a 10 qui sont liées à la francophonie. Jeune chambre libanaise, la jeune chambre tunisienne qui nous accompagne d'ailleurs au sommet de la francophonie. Je salue Shaima Ben Miloud qui est ici la présidente. Et c'est pour ça vraiment qu'on a une action et un lien naturel évidemment avec la francophonie. C'est pourquoi aussi on a également participé à diverses initiatives, dont celle à parler Carl, le rendez-vous d'affaires de la francophonie, d'autres initiatives dans le cadre du Forum économique international des Amériques, à la conférence de Montréal. Et enfin, on a également soutenu un projet pendant 2 ans qui s'appelle « Le français, c'est de mes affaires », qui visait justement à promouvoir le français comme langue de travail, mais aussi de vulgariser l'avantage concurrentiel que représente le français sur certains marchés, notamment aux États-Unis, où le français a vraiment la cote. Et donc de dire aux jeunes entreprises québécoises, osez parler français, osez aller faire des affaires, même si vous avez un nom français, ça vaut la peine, puis ça vous reviendra en bien. Je profite de l'occasion que tu es là pour te demander aussi, pour les gens qui nous écoutent, la différence. Il y a des ailes jeunesse dans des chambres de commerce, mais il y a des jeunes chambres de commerce qui sont indépendantes aussi. Je ne sais pas si tu peux faire la distinction. Absolument. Dans le fond, les chambres de commerce dans certaines villes ont décidé d'avoir une aile jeunesse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé un organisme à part qui a ses propres statuts, qui a son propre conseil d'administration, son propre budget comme une jeune chambre de commerce, mais ils ont décidé justement de chapeauter le comité relève pour les aider aussi à se développer, à se structurer. Et on voit, il y a plein de super réseaux à travers le Québec, des ailes jeunesse que j'ai le plaisir de représenter, notamment à Val-d'Or où je suis mercredi, donc le comité relève. Il y a également à Laval, le comité de la relève d'affaires, plein d'autres villes comme ça. Par exemple aussi l'aile jeunesse de la baie des Chaleurs. Je salue Amy Chloé d'ailleurs là-bas, puis Valentine à la permanence qui est soutenue par Maurice. Donc c'est vraiment des belles organisations. Et voilà, la différence, c'est qu'il y en a qui est soit une branche d'une chambre de commerce, soit qui est complètement indépendante d'une jeune chambre de commerce. Alors, de Djerba à Val-d'Or cette semaine. Absolument, choc thermique garanti. Très bien. Carl, j'ai parlé avec Michel tout à l'heure de l'immigration. Oui. Nous, on parle beaucoup à la Fédération de la régionalisation de l'immigration. Ma question, elle est très simple. Est-ce qu'à l'international, quand on parle d'immigration, on parle seulement de Montréal ou on entend parler du reste du Québec? Non, il faut en parler du reste du Québec. C'est la première chose. La deuxième, on en entend parler. On a un travail à faire globalement au Québec par rapport à la régionalisation. On le sait que les besoins sont énormes partout sur le territoire québécois. On a encore plus de presque 90% des gens qui demeurent dans la grande région de Montréal. Donc, il faut trouver des façons d'amener les gens vers différentes régions. Il faut dire à ces gens-là qu'il y a des opportunités d'affaires pour eux qui sont aussi disponibles. Nous, on a débuté depuis 2008. On a été la première organisation à débuter des missions de recrutement, en premier en France et par la suite sur différents continents, dont l'Afrique. Et on constate que l'intérêt des gens demeure très fort de se déplacer et de venir à Québec. Et on doit aussi considérer qu'un des premiers éléments d'inclusion, c'est justement l'emploi. Donc, c'est un élément sur lequel on travaille, donc d'attirer les gens, mais de s'assurer que les gens, lorsqu'ils arrivent, ils ont un emploi. Et l'emploi permet encore plus facilement l'intégration. En terminant, pour les investisseurs étrangers, encore avec toi, quels sont les secteurs d'activité à Québec qui intéressent des investisseurs étrangers? Si tu en avais peut-être un ou deux à nommer. Oui, je pense que si je fais un parallèle avec ce qui a été dit avec notre panel précédent, c'est certain que l'éthique est un sujet très important. Le deuxième, c'est les services reliés au grand secteur de l'assurance. Il ne faut pas oublier que Québec est la deuxième plus grande ville au Canada dans le secteur de l'assurance. Et le secteur d'assurance, on parle de deux aspects, les TI et tout ce qui touche les autres volets reliés plus au niveau financier. Donc, pour nous, c'est important. Et on l'oublie, mais Québec est très fort aussi, secteur agro et aussi le secteur des sciences de la vie. Donc, les conversations tournent beaucoup autour de ça, d'expliquer aux gens que cette panoplie, et il ne faut pas aussi oublier, lorsqu'on parle avec les gens, c'est que Québec a connu dans les 20 dernières années la plus grande croissance économique de toutes les régions métropolitaines au Canada. Donc, ça parle. C'est une région qui performe, non seulement à cause qu'on est la capitale du gouvernement, mais de par notre diversité économique qui nous a permis de passer les différentes crises de façon assez importante. D'ailleurs, je pense que le maire Marchand reconnaît la force ou l'importance pour Québec d'être à l'international. Il était d'ailleurs en France, je pense, la semaine dernière. Oui, il était en France et aussi à Tunis, donc justement sur les grands thèmes qu'ils viennent de mettre de l'avant. Et c'est de faire la promotion, mais c'est aussi d'apprendre. Il faut apprendre. On est ici, on apprend des choses, on a la chance de se déplacer, de voir des choses qu'on peut ramener chez nous. Je pense que c'est une chance qu'on a
de pouvoir capter ces choses-là et de voir comment on les intègre à notre propre réalité. Je vais peut-être terminer juste avec cet événement-là que vous faites ici. Bravo. C'est quelque chose, pour moi, je me dis, deuxième édition, il faut faire ça. Donc, j'ai appris de vous. Merci. On va reprendre le concept avec vous dans 2 ans. Excellent, ça me fera plaisir. Alors, voilà. Pierre, je sais que tu es venu en éclair. Hein. Vous êtes dans une tournée du Québec en ce moment. Alors, je pense que les choses se portent bien quand même dans le réseau des Jeunes Chambres. Oui, absolument. Je pense qu'on a des projets porteurs. On a 2 tournées en région actuellement. Donc une avec Guy Cormier qui va vraiment à la rencontre des jeunes gens d'affaires sur les thématiques vraiment qui les préoccupent le plus. J'en fais également une autre dans le cadre de notre tournée sur nos sondages légers sur la conciliation. C'est pour ça d'ailleurs que je suis à Val-d'Or. On a fait des sondages régionaux spécifiques aux régions dans lesquelles je vais me déplacer. Ça va amener aussi à Bécomo prochainement. Également à Thetford Mines dans 2 semaines, puis d'autres places encore. Et j'ai bien hâte aussi d'annoncer certaines nouvelles choses, notamment à l'international et dans la francophonie pour la prochaine année. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Charles. Tu as mentionné Tunis tantôt avec le maire Marchand. On a justement, la Fédération, hier, signé au kiosque du Québec une entente de collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, mais aussi avec la FIPA, qui est l'Agence de développement économique international en Tunisie. Donc, une entente pour mieux faire connaître, encore une fois, les opportunités économiques en Tunisie. Alors, on aura l'occasion de vous revenir avec des activités en ce sens-là très prochainement. Et j'ai eu l'occasion hier de m'entretenir avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, M. Mounir Mouakar. Alors, on l'écoute à l'instant. Alors, je suis avec le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Tunis, M. Mounir Mouakar. Bonjour. Bonjour, président. Bonjour. Alors, dans un premier temps, parlez-nous de la Chambre de commerce de Tunis. Quelle est sa force dans le marché tunisien? Bon, d'abord, la Chambre de commerce de Tunis est une vieille institution en Tunisie. Elle fait partie des seules ou historiquement, la première institution dans le développement économique. Elle a été constituée en 1885. D'accord. 1885, ça ne date pas d'hier. Et actuellement, les chambres de commerce en Tunisie s'occupent de 5 secteurs d'activité, qui sont l'industrie, le commerce, les services, les toutes petites entreprises et l'artisanat. Donc on a 5 secteurs d'activité. La Chambre de Tunis couvre 4 gouvernorats que vous appelez préfectures, donc qui sont les gouvernorats de Tunis, d'Ariana, de Benarous et de Manouba, qui sont les principales entités économiques du pays. Donc ça constitue à peu près 40 à 50% de l'activité économique du pays, de la Tunisie. Et donc notre rôle, c'est d'assister les entreprises, d'assister les exportateurs essentiellement, de faire de la formation pour les entreprises, d'organiser des séminaires pour expliquer ou pour informer les entreprises de notre circonscription des différentes nouveautés en matière de commerce, en matière de législation. Et donc, au fait, les chambres de commerce, nous sommes surtout des structures de services, donc apporter les services à nos adhérents, qui sont essentiellement les exportateurs. C'est la même chose pour nous, en fait, voilà, avec les 125 chambres de commerce au Québec. Voilà. Président Mouakar, on a signé ce matin une entente avec l'Agence de promotion et d'investissement extérieur, la FIPA, nos 2 organisations. Absolument. Alors, quels sont les objectifs de l'entente qu'on a signée ce matin? Je crois qu'on a les mêmes objectifs, Président. Donc, c'est de promouvoir le commerce entre la Tunisie et le Québec, entre la Chambre de Tunis et la Fédération des chambres de commerce du Québec. Promouvoir le commerce, ça veut dire développer la relation bilatérale dans tous les domaines économiques, donc les relations bilatérales commerciales, les relations en matière d'investissement, puisque nous avons le partenaire avec nous qui est la FIPA, qui est la Foreign Investment Promotion Agency, donc qui est chargée de la promotion des investissements étrangers. La Tunisie, c'est un pays avec beaucoup d'opportunités dans pratiquement tous les domaines, qui jouit de beaucoup de compétences ici dans tous les domaines. Nous sommes vraiment très intéressés vers tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est numérique, tout ce qui est photovoltaïque, donc avec des ingénieurs de haut niveau. Et donc l'entente, c'est de promouvoir ces échanges-là entre les compétences tunisiennes dans ces différents domaines et puis vos compétences à vous, puisque nous savons parfaitement que le Québec jouit de très grandes compétences et de très grandes opportunités aussi.
Et pour des raisons linguistiques évidentes, mais aussi pour des raisons culturelles de par vos relations, les relations qu'on partage avec la France. C'est une porte d'entrée naturelle pour les exportateurs québécois que de venir en Tunisie. Absolument. La langue, bien entendu, nous on partage la francophonie, on a la francophonie en commun, donc ça facilite nos échanges, ça facilite le transfert de connaissances, ça facilite la compréhension des milieux économiques à la fois en Tunisie et au Québec. Et donc voilà, nous sommes réellement ravis de cette opportunité. Comme vous le savez, comme je l'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, la Tunisie aujourd'hui c'est un hub pour beaucoup de pays africains, pour l'Afrique, puisque nous avons signé un accord de libre-échange continental avec l'ensemble des pays africains. Donc l'Afrique aujourd'hui, il y a 1,3 milliard d'habitants, avec des opportunités dans tous les domaines. Et donc nous souhaitons réellement que nous contribuions ensemble à un travail triangulaire, si je peux dire, entre le Québec, entre la Tunisie et l'Afrique. Beaucoup d'opportunités, comme je l'ai dit, en matière d'infrastructure, en matière du développement du numérique, en matière du développement des échanges commerciaux. La Tunisie réellement constitue un terrain d'investissement très important, puisque à partir du moment où vous intégrez des produits ici, vous avez un taux d'intégration suffisant, le produit peut devenir un produit tunisien, il peut être exporté sur l'ensemble de ces pays, sachant que la zone de libre-échange continentale, à terme, va aboutir à la suppression des droits de douane, donc ce qui améliore la compétitivité des produits sur le marché africain. C'est un projet important pour vous, ça. Absolument. En fait, et je mentionnais à la blague au président tout à l'heure qu'on a une balance commerciale négative avec vous, donc on importe davantage de la Tunisie qu'on exporte chez vous, alors on doit remédier à ça. Et l'entente, j'espère, permettra de maximiser les échanges. Alors, président Moakar, je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes bienvenue au Québec. Et je vous souhaite encore une fois un très très bon séjour ici en Tunisie. Vous avez vu Djerba au mois de novembre, il fait très beau. C'est magique. Il y a une douceur, il y a de la neige au Québec cette semaine. Oui, vous nous envoyez de la neige, on vous envoie un peu de soleil. Merci, Monsieur le Président. Voilà, merci. Alors, on termine cette émission avec deux invités très importants. D'ailleurs, d'abord, mon collègue représentant des employeurs, le président chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Carl Blackburn. Bonjour, Carl. Bonjour, Charles. Tu es accompagné d'Alexandre Planel, qui est directeur général de l'Alliance des patronats francophones, donc à Paris. Alors, bonjour, Alexandre. Tout à fait. Merci, Charles. Alors, on a parlé beaucoup dans les dernières 40 minutes de ce qu'on a fait. Là, on va parler de ce qu'on va faire. Et une des choses qui est importante en francophonie, c'est le dévoilement ou le déploiement de l'Alliance des patronats francophones, duquel fait partie le Conseil du patronat. Alors, explique-nous dans un premier temps qu'est-ce que fait l'Alliance et quel est l'intérêt du Québec là-dedans. D'abord, dans un premier temps, quelques statistiques, Charles, qui nous apparaissent fort importantes. Aujourd'hui, c'est plus de 325 millions de francophones qui sont présents dans le monde. La troisième langue d'affaires, elle est présente sur 5 continents. 16 du produit intérieur brut mondial provient des pays francophones et 14 des ressources naturelles proviennent des pays francophones. Et d'ici 30 ans, nous serons plus d'1,2 milliard de francophones à travers le monde. Donc, il y a là un potentiel extrêmement intéressant de développement économique, de prospérité économique. Et ce que les conseils des patronats de 30 pays francophones ont voulu faire, c'est se réunir ensemble, de créer une organisation mondiale qui est l'Alliance des patronats francophones et d'une certaine façon de joindre les forces vives du secteur privé avec les forces vives et des gouvernements et des institutions gouvernementales dans l'ensemble des pays francophones pour qu'effectivement, cette opportunité qui s'offre à nous puisse être une source de création de richesse, de prospérité dans l'ensemble des pays. Et le Québec est extrêmement bien positionné par rapport à cette alliance des patronats francophones parce que celle-ci, elle est présidée par Geoffroy Roux Bézieux, qui est le président du MEDEF. J'assume la vice-présidence de l'Alliance mondiale et je joue le rôle également de trésorier de cette alliance. Alors, on a vraiment de bons espoirs concernant le potentiel que celle-ci représente au sein de la francophonie économique. Donc, tous les continents sont représentés sur l'Alliance. Tous les continents sont représentés. Actuellement, nous sommes une trentaine de pays francophones et il y a encore des pays qui veulent s'ajouter, joindre les rangs de l'Alliance parce qu'ils voient qu'effectivement, il y a un potentiel avec la francophonie économique. Alexandre, Carl contrôle la bourse, mais toi, tu contrôles l'organisation comme directeur général. Alors, c'est vraiment une structure opérationnelle qui est différente du MEDEF. Donc, c'est vraiment une organisation en soi. Tout à fait. Donc, c'est autonome. C'est une organisation qui appartient à la trentaine de membres, donc les patronats, les représentants des secteurs privés de différents pays. Et donc, les actions sont diligentées et coordonnées par un comité exécutif qui est composé de
de 10 présidents de patronat qui représentent à chaque fois les régions, les zones géographiques de l'espace francophone. Donc Karl, par exemple, est le représentant pour l'Amérique du Nord. Et donc moi, je mets en œuvre, nous, c'est l'exécutif, c'est les opérations. Donc on traite aujourd'hui un certain nombre de sujets qui ont été portés par les patronats eux-mêmes et qu'on met en œuvre au niveau de la direction générale de l'Alliance. Donc moi, je n'appartiens pas à la France ou au MEDEF, je suis simplement le directeur général et je m'en œuvre pour l'ensemble des pays. L'idée, c'est de favoriser les flux économiques, comme l'a dit Karl, entre les pays francophones. Donc, une société camerounaise qu'elle aille faire des investissements en Algérie, une société ivoirienne qu'elle aille faire des investissements au Québec, etc. etc. C'est ça l'idée. Et donc, aujourd'hui, on porte des sujets qui sont importants si on veut favoriser ces flux. C'est notamment le visa d'affaires francophone. C'est donc lever des barrières réglementaires pour permettre à ces entrepreneurs de l'espace francophone de se déplacer plus facilement et donc de rencontrer leurs homologues, peut-être de futurs partenaires, et donc favoriser l'investissement. Ça, c'est un des sujets. Donc là, on est très avancé sur ce point. Je pense qu'on aura des propositions concrètes sur ce sujet d'ici début 2023. On est déjà en discussion, comme l'a dit Karl, avec les différents représentants gouvernementaux de tous ces pays-là. Et donc des annonces vont être faites assez rapidement. Après, ce qu'on veut, c'est aussi former la jeunesse, c'est très important. Comme l'a dit Karl, c'est un énorme potentiel. D'ici quelques années, on va presque tripler le nombre de francophones, notamment grâce au continent africain. Une très grosse démographie, donc énormément de jeunes. Et donc on se prépare déjà sur ces sujets-là. Et donc là, ce qu'on veut, voilà, c'est que des certifications francophones soient mises en place pour que, voilà, dans tous les pays, une certification, qu'on soit formé sur le continent africain ou au nord, plus au nord, ce soit reconnu dans l'ensemble des pays. Donc ça, on est en train de le structurer au niveau du groupe de travail qui gère cette problématique. Et autre sujet important, c'est les startups. Alors là, je fais de l'anglicisme, mais c'est un sujet important. Donc on veut appuyer voilà, les champions nationaux, les startups à potentiel, notamment dans des secteurs d'avenir comme le numérique, etc. Et là, on est en train de voir comment les financer aussi dans l'espace francophone, donc qu'on trouve assez rapidement, qu'on ait des démarches structurées pour les financer et les appuyer. Voilà en gros les gros sujets qu'on est en train de traiter aujourd'hui au niveau de la direction générale de l'Alliance. Alors, tu as parlé de lever des barrières justement pour l'accès au Québec et au Canada. Je ne crois pas que Karl et moi on va s'opposer à ça parce qu'on pense justement qu'il y a trop de barrières à mains égards. Je veux t'amener, Karl, sur, évidemment, il y a de la représentation politique pour l'Alliance, il y a la participation à des événements, mais vous allez organiser vous-même aussi des événements et le premier ministre a fait une annonce en ce sens-là hier soir. Effectivement, hier, le premier ministre François Legault a fait une annonce importante pour le Québec et pour, je dirais, la francophonie de l'Amérique du Nord. Juste pour faire un petit recul en arrière, en 2021, a eu lieu le premier rassemblement de l'Alliance des patronats francophones à Paris. En mars dernier, il y avait le deuxième rassemblement des patronats en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et maintenant, le premier ministre du Québec, hier, a annoncé que le troisième rassemblement de l'Alliance allait avoir lieu à Québec en 2023 et au début du mois de juin. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle, une belle nouvelle. Québec sera l'hôte de toute la francophonie mondiale qui cherchera par des relations, par des contacts, par des discussions, à créer cette richesse qui est extrêmement importante pour nos pays. Et comme Alexandre vient de le mentionner, il y a de réelles opportunités, en lien d'abord avec la courbe démographique. Les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent être des opportunités pour certains pays, alors que les défis de certains pays peuvent être des opportunités pour le Québec. Alors, je suis extrêmement fier de pouvoir accueillir la francophonie mondiale en juin 2023 à Québec pour justement donner un sens à cette alliance, de donner une impulsion à cette alliance et pour que le Québec puisse se servir de ses frontières comme tremplin pour rayonner à travers le monde auprès de la francophonie mondiale, mais également que la francophonie mondiale qui veut, elle, rayonner auprès de la francophonie en Amérique puisse passer par Québec. Alors, c'est vraiment une belle nouvelle qui a été annoncée hier. Alors, ça sera la diplomatie économique à son meilleur en juin. Bravo pour cette acceptation-là de la part des patronats français de tenir l'événement à Québec. Alors, on s'assurera de participer avec vous et les chambres de commerce seront présentes assurément à cet événement-là. Alors, merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Donc, ça met fin, en fait, à notre webinaire en direct de Djerba. Alors, je veux prendre le temps de remercier quelques personnes.
Premièrement, je pense que l'ensemble de la délégation québécoise là, se joint à moi pour remercier Florent Favrel, qui est derrière l'organisation de toute cette présentation ce matin. Donc, Florent, qui est directeur du programme Correx à la Fédération. Je veux remercier des gens aussi au ministère des Relations internationales et de la francophonie qui ont mis beaucoup de travail derrière la présence de la délégation. Donc, Hélène Drainville, qui est sous-ministre adjointe, Patrice Bachand, qui est directeur au ministère, et Alain Olivier, qui dirige le bureau du Québec à Rabat. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Cette émission-là est en direct. Elle sera disponible en rediffusion. Alors, vous pourrez revoir cette émission-là. Et je peux vous assurer, puis je suis certain que Carl et Alexandre seront d'accord avec moi, le Québec était très présent en nombre, mais je pense aussi en importance relative au sommet de la francophonie cette année. Alors, on est très fiers d'avoir été là pour vous, en quelque sorte. Et je vous remercie de votre attention et bonne journée à tous. Merci.